messieurs, je suis très reconnaissant de cette occasion de m'adresser à vous ce soir sur la question vitale du changement climatique. C'est à la fois un grand honneur et un grand défi. Je vous remercie tous d'avoir pris le temps pour participer ici ce soir. Depuis l'année passée, comme on vient de dire, la question du changement climatique a reçu beaucoup d'attention par les médias ici en France et partout dans le monde. La plupart des gens comprennent maintenant que c'est une question cruciale pour l'avenir de l'humanité et qu'une conférence internationale des Nations Unies a réuni les leaders du monde entier à Paris en décembre 2015. J'aimerais remercier en particulier M. Jean-Pierre Paget et M. Bernard Wolfer, co-présidents de votre cercle Condorcet de Paris, de m'avoir invité ici. Ils m'ont demandé de vous présenter une perspective des changements climatiques au niveau global suite à la conférence COP21. Ingénieur moi-même, j'apprécie particulièrement les contributions du marquis Nicolas de Condorcet comme philosophe, mathématicien et homme politique, en particulier ses contributions au développement du calcul intégral et aussi à l'idée de base, de l'origine de l'idée de base du progrès humain. Donc c'était une personnalité extraordinaire, comme vous savez mieux que moi. Je dois d'abord m'excuser que je ne maîtrise pas très bien la langue française, surtout dans les domaines scientifiques, parce que là on parle anglais, au mieux le franglais. Je vais quand même vous présenter les questions clés, les faits scientifiques et aussi mes opinions personnelles. J'apprécie beaucoup que nous aurions l'occasion d'une discussion plus profonde pendant l'échange de vues qui suivra ma présentation. J'espère que vous trouverez mon intervention intéressante et pas trop déprimante. En effet, la conférence de Paris a démontré à la fois l'envergure du défi, mais aussi les énormes capacités disponibles à l'humanité pour réagir. Mesdames, Messieurs, il est difficile d'évaluer, même en 30 ou 40 minutes, un événement aussi complexe que la conférence COP21 de Paris, qui a attiré entre 30 et 20 000 personnes engagées et des délégations de 196 pays. Ils sont venus avec des origines culturelles et historiques, des aspirations, des priorités et des problèmes très très divers pour essayer d'établir un accord international qui devait assurer un climat stable pour nous, pour nos enfants et pour les générations futures. Ce soir, je vais d'abord vous proposer une évaluation des résultats de la COP21, y compris les dimensions politiques des négociations et les conséquences des décisions intergouvernementales qui ont été prises. Ensuite, dans une deuxième partie, je vous décrirai en contraste les réalités scientifiques pour démontrer l'échelle et l'urgence des risques et des conséquences auxquelles nous sommes confrontés. Dans le monde moderne, les grandes questions qui vont définir notre avenir sont systémiques et liées étroitement les unes aux autres. Pour cette raison, dans la troisième partie, je vous décrirai très brièvement certains autres grands défis globaux en soulignant leur lien essentiel avec le phénomène du changement climatique. Comme nous prévoyons à la fin une période d'échange de vues, nous aurions la possibilité de discuter des lignes d'action que nous devrions entreprendre pour éviter la déstabilisation du climat mondial avec des conséquences très graves pour notre civilisation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord vous présenter en forme sommaire 5 points clés pour orienter notre discussion. Premier point. Les impacts des changements climatiques sont réels et actuels aujourd'hui. Ce n'est pas une question pour l'avenir.
Nous avons ici le privilège de discuter de ces questions importantes dans un cadre sûr et élégant. Mais il y a des millions de gens partout dans notre monde qui ressentent les retombées désastreuses des changements climatiques déjà intervenus, à la fois dans les pays en développement et de plus en plus dans les pays industrialisés aussi. Deuxième point, les impacts des changements climatiques sont en large partie environnementaux. Mais pour maîtriser le changement climatique, il nous faut identifier et agir sur ces causes profondes qui ont leurs origines dans nos économies, nos sociétés, nos valeurs et notre consommation. C'est-à-dire que le changement climatique est un symptôme de notre modèle de croissance. La conférence COP21 de Paris a été une réussite remarquable sur le plan diplomatique et a certainement ouvert des possibilités pour l'action future et provoqué plusieurs engagements et actions positives par les gouvernements, les grandes villes, les entreprises et la société civile. Mais il n'a pas changé fondamentalement les déterminants de l'évolution du changement climatique. Nous sommes toujours engagés sur une trajectoire vers une augmentation de la température moyenne globale à l'an 2100 d'entre 3 et 4 degrés au mieux. Donc nous n'avons pas changé les faits. Quatrième point, la faisabilité politique à court terme et la pression des intérêts spéciaux continuent à dominer les négociations. La contradiction évidente entre la faisabilité politique et les impératifs d'action forts et urgents demandés par la science va être nécessairement résolue. Ou parce que l'humanité prenne son avenir en main, ou parce que la nature prenne sa vengeance. Cinquième et dernier point, il nous reste toujours l'opportunité de résoudre ces défis existentiels à l'avenir de l'humanité en choisissant une trajectoire pour l'économie mondiale compatible avec les limites réelles de notre planète. Mais le temps presse. Il y a peu d'indications positives dans ce sens. Il faut des transformations fondamentales d'attitude, de valeurs, de comportement et de politique pour s'assurer d'un avenir décent et prospère à nos enfants et aux générations futures. Nous ne devons pas nous faire d'illusions. La planète se réchauffe vite. La dernière décennie a été de loin la décennie la plus chaude jamais mesurée. L'Arctique est à la température la plus chaude depuis 120 000 années. Et l'étendue de la glace dans la mer de l'Arctique est au plus bas jamais enregistrée. L'océan Pacifique se réchauffe plus rapidement qu'à tout autre moment pendant les 10 000 dernières années. Et comme nous le voyons, les événements météorologiques extrêmes, les sécheresses et les inondations et les incendies augmentent en gravité à travers le monde. Les risques pour l'avenir de nos enfants sont réels. Du côté positif, l'humanité a d'énormes capacités pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés, mais nous devons agir vite pour sauvegarder l'avenir. Donc ça, c'est une perspective d'ensemble. Maintenant, une évaluation des résultats de la COP 21. La COP était sans doute une des négociations les plus complexes jamais tentées par la communauté internationale. Le défi du changement climatique touche une gamme diverse de questions économiques, sociales, commerciales et politiques. Il provoque des conséquences diverses dans tous les pays du monde. Il soulève des questions morales fondamentales de la justice et des droits humains. Et il demande des réconciliations difficiles
entre les responsabilités historiques des pays industrialisés, les coûts et les impacts sur les vies et les aspirations de la population mondiale aujourd'hui et en plus les prospects des générations futures. La COP 21 à Paris était en effet une échéance cruciale puisque nos gouvernements ont essayé pour la 21e fois de gérer les impacts actuels et de prévenir les risques d'un changement climatique catastrophique. La conférence devait aboutir à un nouvel accord international sur le climat applicable à tous les pays, dont l'objectif de maintenir le réchauffement mondial en deçà de 2 degrés Celsius. La France devait donc jouer un rôle de premier ordre sur le plan international pour rapprocher les points de vue et faciliter la recherche d'un consensus. Passons maintenant à évaluer les résultats. Je vais résumer les résultats principaux sous 7 points, positifs et négatifs. Primo, du point de vue politique, la COP 21 sous la présidence française était une réussite, dans le sens que les négociateurs des 195 pays se sont mis d'accord sur un document, le premier accord universel qui reconnaît la nécessité d'action internationale concertée pour éviter des changements dangereux du climat global. Dans des circonstances complexes et difficiles, la France a démontré une capacité de leadership diplomatique très raffinée. Il paraît très probable maintenant que l'accord de Paris sera ratifié à haute vitesse avant la fin de 2016 par 55 pays responsables pour 55% des émissions mondiales. Ce sont les 2 critères pour que le traité devienne ratifié. Deuxième point, pour préparer les négociations de Paris, chaque gouvernement a fourni au secrétariat des Nations Unies une indication de son engagement volontaire pour mettre en place des politiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces indications, dites contributions, INDC en anglais, ont été acceptées, ainsi que des principes et des méthodes de mensuration. Troisième point positif. La conférence de Paris a suscité en plus une énorme publicité et l'intérêt d'un large public avec la mobilisation de plusieurs acteurs et organisations non gouvernementales de la société civile, y compris les entreprises, la finance, l'investissement et l'assurance, les grandes villes et régions, les maires de plusieurs cités, les communautés de recherche et de l'éducation, et nous, les citoyens. Les gouvernements ont reconnu, quatrième point, que le montant total des réductions des émissions prévues à Paris n'était pas du tout suffisant pour éviter des changements. C'est-à-dire, à Paris même, on avait reconnu que ce qu'on avait fait n'était pas suffisant. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le chef d'État à Paris. Ils ont donc envisagé un processus de révision de leurs engagements tous les 5 ans. C'est le bilan positif de la conférence de Paris, mais ce n'était pas l'objectif principal de la COP 21 d'obtenir un bon résultat diplomatique. L'objectif primordial de la COP 21, tout comme des 20 COP précédentes, était d'établir un accord fort et cohérent suffisant pour inciter une action internationale pour éviter les risques de changement climatique catastrophique. Donc, de l'autre côté, il faut être réaliste. 5e point. Même en tenant compte de ces éléments positifs de la conférence de Paris, on constate que le monde est toujours engagé sur une trajectoire vers la déstabilisation du climat global, c'est-à-dire vers une hausse de la température moyenne d'environ 3
à 4 degrés ou plus avant la fin du siècle. Les engagements des gouvernements pour réduire leurs émissions sont purement volontaires. Il n'y a pas de contraintes juridiques sur ces engagements. Donc, bonne question, est-ce qu'ils vont faire ce qu'ils ont promis? Moi, j'ai 50 ans d'expérience internationale, c'est très rare qu'ils font ce qu'ils disent, mais ce n'est pas impossible. En contraste avec tous les beaux discours sur la nécessité de réduire l'utilisation des combustibles fossiles, les projections les plus récentes du département d'énergie des États-Unis prévoient que la consommation mondiale des combustibles fossiles augmentera de 40% d'ici 2035. La DOE aux États-Unis, mais c'est regarde mondial, pas américain, conclut en 2035, nous prévoyons que le gaz, le charbon et le pétrole ensemble représenteront 81% de la demande mondiale d'énergie. Alors que les énergies renouvelables vont croître rapidement, leur part atteindra seulement 7%. C'est le département de l'énergie des États-Unis qui dit ça. Ceci, évidemment, est une recette pour un changement catastrophique du climat mondial. 6e point, l'analyse scientifique est claire. Les réductions volontaires d'émissions indiquées par les gouvernements dans leur ensemble sont insuffisantes pour éviter le risque de changement climatique catastrophique. Et en plus, le processus proposé de révision de ces engagements tous les 5 ans sera trop long. 7e point, la question de la justice climatique, parce que ce ne sont pas des questions techniques ou économiques, ils sont à leur base des questions morales et des questions de justice climatique. Cette question est une question fondamentale entre les pays du Nord et les pays du Sud, surtout dans un monde qui aura bientôt entre 9 et 10 milliards d'habitants. Ce sont les pauvres et les démunis qui payent déjà les frais des impacts climatiques. Cette question pratique et morale n'a pas été effectivement reconnue à Paris. Les pays pauvres en développement donnent naturellement leur priorité à la croissance économique et à l'éradication de la pauvreté. Ils soulignent la responsabilité historique des pays industrialisés pour les émissions qu'ils ont produites à réaliser leur propre croissance dans le passé. Pour cette raison, les négociations sont basées sur un concept fondamental de responsabilité commune mais différenciée. Les différences entre les pays sont énormes. En 2012, les émissions par personne en Chine et en l'Union européenne étaient d'environ 7 tonnes par an par personne. Chacun de nous, 7 tonnes par an des émissions. Tandis que les émissions par habitant aux États-Unis étaient de 16 tonnes par personne. Et en Inde, seulement 1,8 tonnes. Donc vous voyez les différences énormes entre les pays. Mesdames, Messieurs, quelles conclusions pouvons-nous tirer de cette analyse? On avait espéré que la COP21 de Paris mettra en place un accord international fort et ambitieux et lancera l'action rapide par la communauté internationale qui a été retardée depuis si longtemps. Mais, comme je l'ai dit, peu de mesures pratiques et efficaces ont été réalisées sur le principal défi de limiter l'utilisation de combustibles fossiles pour réduire les risques et les impacts du changement climatique. Cependant, des progrès ont été réalisés sur certaines questions spécifiques, y compris la protection des forêts et les premiers pas vers un financement pour aider les pays en développement à s'adapter aux impacts climatiques qui sont maintenant inévitables.
Nous sommes confrontés par la nécessité de maîtriser les risques de la déstabilisation du climat mondial sous des conditions d'incertitude. Il y a une marée d'évidences scientifiques qui démontrent des impacts plus fréquents et plus intenses d'un processus de changement climatique en accélération. Les scientifiques, en effet, ont été trop prudents. Les actions prises et prévues jusqu'à présent au niveau gouvernemental restent toujours inadéquates pour assurer la survie de notre civilisation. Dans cette perspective, il est évident que les gouvernements doivent revoir leurs engagements pour engager des réductions d'émissions nettement plus importantes que les réductions prévues aujourd'hui. Je vous décrirai maintenant les réalités scientifiques qui démontrent l'échelle et l'urgence des risques et conséquences auxquels nous sommes confrontés. C'est la contradiction entre ce que dit la science et ce que disent nos politiciens qui est au cœur de ce problème. Messieurs, dames, le réchauffement climatique a été reconnu dans la science depuis 1824, quand la scientifique et le mathématicien français Joseph Fourier décrit d'abord l'effet de serre. Donc tout ça, c'est la faute des Français. Aujourd'hui, un groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, rassemble le travail de plusieurs milliers de scientifiques reconnus dans le monde. Leurs conclusions, à 97%, sont claires. La planète se réchauffe et les émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropogénique sont la cause principale. Il n'y a que M. Trump qui n'a pas compris ce message. C'est pas une blague, c'est terrible ça. Oui, M. Sarkozy non plus. Il faudrait... Ah bon? Oui, il faudrait rappeler des choses. Il change. Donc je dois parler à Ségolène. Voilà. Ce que j'ai déjà fait d'ailleurs, mais elle comprend. Ces conclusions scientifiques sont basées sur 3 piliers. D'abord, sur des preuves physiques de partout dans le monde que le climat est en train de changer et de plus en plus vite. Donc ce n'est pas la théorie, on le voit. En plus, deuxièmement, sur des modèles du changement climatique sophistiqués, testés et constamment revus. Et troisièmement, sur des analyses paléoclimatiques qui, en clarifiant comment le climat s'est comporté au cours de millions d'années, nous aident à comprendre ce qui se passe aujourd'hui et donc les perspectives pour l'avenir. Je vais maintenant vous expliquer rapidement les risques futurs des changements climatiques en cours par l'analyse de 4 chiffres clés. Et on peut discuter à fond après, mais 4 chiffres. La science nous enseigne que l'atmosphère aujourd'hui est d'environ 1 degré Celsius plus chaud que dans la période avant la révolution industrielle. Donc mon premier chiffre, 1 degré. Quand j'ai fait un discours à Rio Plus 20 en 2012, j'ai dit ce chiffre à l'époque était 0,8 degrés. Et les médias étaient déjà frappés par ce chiffre de 0,8. Mais depuis 2012, on est arrivé à 1 degré et même un peu plus. Donc vous voyez, ça change. Et cet chiffre, et c'est un point critique, cet chiffre décrit la température moyenne mondiale. Moyenne. L'augmentation, par exemple, dans l'Arctique et l'Antarctique de l'Ouest et à haute altitude est de 2 à 3 fois plus élevée. Donc si on dit facilement à Paris, il faut limiter l'augmentation à 2 degrés, ça implique déjà 4 ou même 6 degrés dans l'Arctique et à Groenland et dans l'Antarctique.
Donc vous voyez, ce n'est pas une question facile. Les impacts climatiques de plus en plus graves et plus fréquents que nous voyons autour de nous aujourd'hui, les impacts climatiques, sécheresse, inondations, cyclones et la fonte des glaces par exemple, tous ces événements sont le résultat de cette augmentation de la température moyenne de seulement 1 degré. Si de tels impacts sévères sont les conséquences d'une augmentation de la température mondiale de seulement 1 degré, nous avons de bonnes raisons d'être préoccupés par les répercussions et les risques futurs du réchauffement climatique de 2 degrés ou 3 degrés ou plus dans les décennies à venir. Il est donc impératif de couper rapidement nos émissions de gaz à effet de serre pour préserver un climat stable et un environnement mondial viable. Ce sont les pauvres dans tous nos pays qui font face déjà aux impacts les plus graves, même s'ils ne sont nullement responsables du réchauffement de la planète. En conséquence, le nombre de réfugiés environnementaux est en hausse rapide. Le stress environnemental a été un facteur majeur, par exemple, dans les conflits tragiques au Darfour et en Syrie en particulier, où 7 ans de sécheresse extrême ont conduit à peu près 1 500 000 agriculteurs à se réfugier dans les villes déjà surchargées. Un mouvement de peuple énorme, 1 500 000. Ça a aggravé l'instabilité sociale et le conflit, et par conséquent le mouvement de centaines de milliers de réfugiés vers l'Europe. Les pays riches, donc, ne sont nullement à l'abri des impacts des changements climatiques tels que démontrent les sécheresses intenses et continues en Californie et en Australie, le coût de 70 milliards de dollars de l'ouragan Sandy en New York, les vagues de chaleur et les incendies en Russie et la retraite des glaciers alpines en Europe. Mon second chiffre est de 2 degrés. C'est le chiffre, comme je vous avais dit, que les gouvernements ont décidé devrait être la limite de l'augmentation de la température moyenne mondiale et la cible pour les négociations internationales. En réalité, cependant, les effets d'une hausse de 2 degrés seraient néfastes, même dévastateurs, pour plusieurs régions du monde. Pour cette raison, les gouvernements à Paris se sont mis d'accord, à la surprise générale d'ailleurs, que la hausse de température à long terme doit en principe être limitée à 1,5 degré. Depuis que les négociations intergouvernementales ont commencé il y a plus de 20 ans, les émissions n'ont pas diminué, elles ont augmenté d'à peu près 65% ou plus. Donc on négociait pour réduire les émissions et entre-temps, en 20 ans, les émissions ont augmenté de 65%. Actuellement, et malgré toutes les délibérations politiques, nous avons pompé en 2014 environ 55 milliards de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. 55 gigatons 2014, et on dit qu'on veut résoudre le problème. Si nous continuons sur cette voie, comme on dit en bon anglais, business as usual, si on continue, et c'est mon troisième chiffre, la température moyenne mondiale augmentera d'environ 5 degrés ou plus en 2100, avec des conséquences catastrophiques, comme je vais vous expliquer. Enfin, mon quatrième et dernier chiffre, si tous les engagements que les gouvernements ont pris pour réduire les émissions devaient être mis en œuvre, y compris les engagements à Paris, nous serions toujours
sur la voie d'une hausse de température de l'ordre de 3 ou 4 degrés Celsius. Là, on peut discuter. Il y a des optimistes qui disent 2,7. Le MIT à New York disent 3,7. Donc il y a pas mal de différentes opinions, mais le fait est clair. Tout ce qu'on a discuté à Paris n'a pas changé la base de ces problèmes. Une telle hausse créera des conditions intolérables pour l'humanité et en plus pour la plupart des autres espèces vivantes. Comme je vous l'ai dit, cette estimation est une moyenne mondiale. Cela impliquerait une augmentation de température d'à peu près le double, comme je vous ai dit, ou même plus dans certaines régions du monde, comme le Groenland, l'Antarctique, le Tibet et les Alpes. Ce serait provoquer une élévation du niveau de la mer qui mettrait en danger des millions de personnes dans les vies côtières. La fonte de la calotte glaciaire du Groenland à lui seul fera monter le niveau de la mer d'environ 7 mètres. À la mi-juillet 2012, 97% de sa surface a montré des signes de fonte. Et d'ailleurs, le problème de la fonte de la calotte glaciaire de Groenland est plus complexe. Ce n'est pas simplement la surface, parce que ça s'abîme de l'intérieur. Il y a des flux d'eau à peu près plus grands que le Niagara à l'intérieur du Groenland. Donc, quand on lui a demandé quelle serait la différence entre une hausse de 2 degrés et une hausse de 4 degrés, un scientifique de renommée internationale a répondu: la différence est tout simplement la civilisation humaine. Ces exemples soulignent en termes réels la nécessité urgente d'une action pour éviter les pires répercussions des changements climatiques, à la fois pour atténuer le réchauffement en réduisant rapidement les émissions nettes dans l'atmosphère et pour adapter nos sociétés et nos économies de manière à éviter les impacts qui sont maintenant inévitables. La nécessité d'une action urgente est renforcée par un autre fait d'importance capitale qui n'a pas été soulevé à Paris du tout, à savoir que les systèmes interactifs complexes qui entraînent le climat mondial se comporteront de manière non linéaire. C'est-à-dire ce sont des systèmes complexes et eux, ils font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas nous qui dirigeons ces systèmes. De ce fait, il y a un risque croissant que nous pouvons pousser le climat au-delà de certains points de basculement, des thresholds, ce qui peut déclencher un nombre de processus de feedback positif qui pourraient générer des changements climatiques inattendus et irréversibles au-delà de l'influence humaine. On peut discuter de ça après. Certains scientifiques sérieux qui comprennent trop bien l'envergure du défi concluent que si nous ne prenons pas bientôt des mesures radicales, le monde pourrait atteindre une température de 2 degrés de plus chaud dans 2 ou 3 décennies, c'est-à-dire dans les années 2030, si nous continuons à brûler des combustibles fossiles au rythme actuel. Bien sûr, on nous dit que ces menaces sont incertaines et que nous ne pouvons pas trouver les ressources nécessaires à faire face aux défis climatiques. Mais sûrement, c'est précisément parce que notre sort est incertain que nous devons agir. Attendre que les menaces soient évidentes devant nous signifie qu'il sera trop tard. Donc, c'est un contraste entre le monde scientifique et le monde politique. Maintenant, je vais rajouter
des autres éléments en ce qui concerne certains grands défis globaux qui sont liés au changement climatique. Le défi existentiel posé par le changement rapide du climat, malheureusement, n'est qu'un des défis majeurs qui menacent l'avenir de l'humanité. Et ces défis sont intimement liés. Pour les maîtriser efficacement, il faut reconnaître qu'ils sont des défis systémiques et aussi que leurs interconnexions sont d'une importance capitale. Pour cette raison, on ne doit pas envisager le changement climatique comme une question spécifique séparée des autres. Mais c'est précisément ça qu'on a fait depuis 21 ans. On a essayé de négocier quelque chose qui s'appelle le changement du climat. Il faut le positionner en relation avec d'autres grands défis essentiellement liés au changement climatique, par exemple la croissance démographique, la croissance économique et la consommation, l'agriculture, la dégradation des systèmes écologiques et la pauvreté et privation des millions dans les pays en développement. Ce sont des questions clés liées étroitement aux problèmes climatiques qui n'ont pas été soulevés d'une manière concrète à Paris. Par exemple, l'augmentation rapide de la température moyenne globale implique que nous sortons d'une période stable de 11 000 années, la période Holocène, et que nous entrons dans une période nouvelle, l'Anthropocène, où les activités de notre espèce, Homo sapiens, ont des conséquences majeures pour l'évolution de la planète. La température stable de la Holocène pendant 11 000 ans a permis l'évolution de l'agriculture, la base de notre civilisation. Donc, un climat stable est crucial pour la sécurité de la nourriture et de l'eau potable et pour la santé. Deuxième point, la consommation, la pollution et les déchets liés à l'activité de la population mondiale actuelle de 7,4 milliards de personnes provoquent déjà la surexploitation des ressources et la dégradation des capacités de la biosphère. Nous sommes en train de provoquer la 6e extinction de masse des espèces vivantes avec nous sur notre planète. Donc la 6e mass extinction of species est en route. Cette dégradation des écosystèmes sur lesquels l'humanité dépend va être exacerbée par la croissance de la population mondiale vers 9 à 10 milliards en 2050. Comme les écosystèmes de la Terre et de l'océan absorbent 50% de nos émissions de gaz à effet de serre, les conséquences pour le réchauffement mondial seront énormes. En effet, le modèle dominant de croissance économique, fondé sur notre addiction aux fuels fossiles et sur la stimulation continuelle de notre consommation, n'est plus fiable pour des raisons environnementales, sociales, économiques et même politiques. Nous devons changer de cap vers une trajectoire plus durable pour maintenir un climat stable, un environnement sain, une économie productive et la paix mondiale. La transformation structurelle de nos économies et de nos systèmes énergétiques est une nécessité absolue pour maîtriser la crise climatique. C'est un défi énorme, mais c'est aussi une opportunité extraordinaire. Mesdames, Messieurs, après avoir constaté tous ces problèmes et risques, je voudrais conclure sur une note un peu plus positive en indiquant brièvement quelques exemples d'actions qui ont été initiées suite à la conférence de Paris pour réduire les risques d'un climat déstabilisé et sauvegarder un avenir viable. Dans de nombreux pays, y compris les États-Unis, même le Parti républicain,
l'opinion publique évolue fortement en faveur de l'action climatique. Les États-Unis, la Chine et l'Union européenne se sont engagés à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et d'augmenter la part des énergies renouvelables. Des entreprises majeures telles que Unilever, Apple et Google s'engagent pour des stratégies orientées à réduire leurs émissions de carbone. Des États, des villes et des communautés à travers le monde se sont engagés pour la réduction des émissions, dans certains cas non négligeables, à zéro. Des institutions financières sont en train de détourner leurs investissements des entreprises qui dépendent de l'exploitation des fuels fossiles ou sont assujetties à des risques climatiques. Finalement, les coûts des technologies d'énergie solaire et éolienne renouvelables sont en baisse rapide et dans certains cas sont désormais compétitifs avec le charbon. Les prix des systèmes solaires ont chuté de 53% depuis 2010 et le coût de l'électricité des cellules solaires photovoltaïques est moins maintenant que d'autres sources d'énergie dans 79 pays. Nous arrivons à la fin. Je vous ai brossé un tableau d'ensemble des réalités auxquelles nous sommes confrontés. Ils sont véritables des défis globaux qui ne peuvent pas être résolus sans des actions internationales et nationales efficaces. En plus, nos économies sont fondées sur l'utilisation des fuels fossiles depuis plus de 2 siècles, donc cette question n'est pas facile. L'action forte des gouvernements est essentielle pour réduire les risques et les impacts des changements climatiques, mais elle ne sera pas suffisante. Il faudra la mobilisation de toutes les forces et capacités économiques et sociales pour surmonter les obstacles et réussir les profondes transformations nécessaires. Une conclusion de tout ce que je vous ai dit est évidente. Les actions envisagées par nos gouvernements, y compris les engagements de Paris, sont de loin insuffisantes pour éviter les changements climatiques catastrophiques. Il faut absolument réduire rapidement nos émissions de gaz à effet de serre pour nous assurer d'un avenir de prospérité et de paix. Heureusement, l'humanité a de vastes potentiels de créativité, des capacités scientifiques et technologiques et des ressources de toutes sortes pour créer un monde plus juste, plus stable et plus durable. En effet, la crise climatique à laquelle nous devons faire face est essentiellement une crise morale. L'avenir est en aucun cas préordonné, mais sera déterminé par nos valeurs, notre comportement, nos choix et nos actions. Si, et c'est l'essentiel, nous agissons ensemble et en temps utile. Mais le temps est compté. Je vous remercie de votre attention. Que les diesels, par exemple.